Moscou ne supporte pas l'ordre fatal de Trump. Pour la première fois, la décision de produire des missiles américains et des systèmes de défense aérienne en Ukraine et en Europe est déjà sur la table. Est-ce que Kiev va vraiment avoir accès à des technologies qui étaient auparavant considérées comme inaccessibles? L'Occident prépare-t-il vraiment à l'Ukraine un tout nouveau niveau de soutien militaire? Mais le plus intéressant s'est déroulé en coulisses du sommet du G7. Après les rencontres et les négociations, on parle de plus en plus fort d'un changement de position de la Maison-Blanche. Trump s'est soudainement exprimé sur la pression à exercer sur la Russie, de nouvelles sanctions et le retour des territoires ukrainiens. Qu'a-t-on réellement dit lors des négociations à huis clos? Pourquoi Macron parle-t-il d'un véritable changement de position des États-Unis? Quel signal Moscou a-t-elle reçu après le sommet? Nous allons analyser tous les détails dans un instant, ne manquez pas cela. Bonjour, vous regardez Ukraine aujourd'hui. Avec vous, Solomi Adolik et les dernières actualités. Moscou commence déjà à fléchir sous la pression des événements. La décision de Trump change radicalement l'équilibre des forces. Selon Bloomberg, Donald Trump prévoit de s'adresser aux entreprises américaines de défense pour leur demander d'accorder des licences de production de missiles et de systèmes de défense aérienne en Europe et en Ukraine. Et cela pourrait même être plus important que les nouveaux paquets d'aide. Car il ne s'agit plus simplement de transférer des missiles prêts à l'emploi, mais de la possibilité de les produire plus près du front et de reconstituer les stocks beaucoup plus rapidement. Après la guerre au Moyen-Orient, les États-Unis eux-mêmes ont utilisé une quantité importante de missiles intercepteurs et ne peuvent plus répondre indéfiniment à tous les besoins de leurs alliés avec leurs propres stocks. C'est pourquoi une autre formule est de plus en plus souvent évoquée. Non seulement fournir des armes à l'Ukraine, mais aussi aider à les produire sur place. Si la décision est prise, l'Ukraine pourra accélérer la production de missiles pour la défense aérienne, réduire sa dépendance vis-à-vis des livraisons transocéaniques, accéder aux technologies américaines et atteindre un nouveau niveau d'intégration dans la défense, l'industrie de l'Occident. En fait, on peut déjà dire que l'Ukraine devient progressivement non seulement détentrice d'armes occidentales, mais aussi une partie du système de leur production. Et si, il y a encore un an, cela semblait être une perspective lointaine, aujourd'hui, les dirigeants du G7 en parlent déjà ouvertement. Trump et le chancelier allemand, Merz. Et cela signifie que l'Occident mise de plus en plus non pas sur une aide à court terme, mais sur le long terme, la résilience militaire de l'Ukraine. Et encore un détail important. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que Trump, lors de discussions à huis clos, avait appelé les alliés à adopter une position plus ferme pour restituer à l'Ukraine les territoires occupés. Si nous étions à la place de l'Ukraine, nous ne tolérerions pas que quelqu'un d'autre prenne cette décision à notre place. Et c'est précisément cela que nous avons soutenu. Ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui discuteront de leur territoire. Mais le président Trump a également dit très clairement que nous devions adopter une position beaucoup plus ferme et que le territoire devait être rendu à l'Ukraine. Et il a raison. Nous soutenons donc l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et c'est la position du G7. Selon Macron, le président américain a également reconnu que le Kremlin ne montre actuellement aucune réelle volonté de mettre fin à la guerre et le refus du dictateur russe Vladimir Poutine de venir participer aux discussions ne fait que le confirmer. Nous avons tous déclaré que nous allions augmenter notre soutien à l'Ukraine. Nous avons tous dit que nous allions renforcer la pression sur la Russie. Et nous avons tous dit que nous devions suivre cette voie. Et c'est un véritable changement. C'est un vrai changement par rapport à ce que nous avons vu ces derniers mois. Pas du côté européen, mais du côté des membres du G7 et de tous ceux qui sont appelés à soutenir l'Ukraine. Selon Macron, le sommet a démontré un profond changement d'approche. Le désir, la volonté, y compris du côté des États-Unis, de coopérer avec les Européens pour soutenir l'Ukraine. Autrement dit, après une série d'annonces concernant la défense anti-aérienne, les armes à longue portée et la localisation de la production d'armement, un autre signal émane du sommet du G7. À Washington, les illusions sur les intentions de Moscou s'estompent de plus en plus, tandis que les discussions sur une pression supplémentaire sur la Russie se multiplient. Trump change de ton. Au sommet du G7, on a commencé à parler de sanctions, d'armes et de pression sur la Russie. En marge du sommet, le chef de la Maison-Blanche a fait plusieurs déclarations qui pourraient indiquer une implication plus active des États-Unis dans la question ukrainienne.
Trump a déclaré qu'il avait eu de très bonnes conversations aussi bien avec Zelensky qu'avec Poutine. Selon lui, les deux dirigeants doivent s'asseoir à la table des négociations, mais pour l'instant, ils ne savent pas comment s'y prendre. L'essentiel, c'est qu'à présent, Trump se montre plus déterminé, estimant qu'il faut faire pression sur la Russie et que c'est justement le moment où un renforcement des sanctions pourrait pousser Poutine à prendre les bonnes décisions. Le président des États-Unis a reconnu que la Russie subit actuellement des pertes bien plus importantes sur le front que l'Ukraine, car c'est l'armée russe qui mène les actions offensives. Dans le même temps, Trump a, comme à son habitude, évité de répondre directement à la question de savoir s'il considère Poutine comme le principal responsable, la poursuite de la guerre. Il a expliqué cela par le fait qu'il ne voulait pas compliquer d'éventuelles négociations. Comme l'a rapporté Zelensky, la veille, les dirigeants ont abordé la question de la défense antiaérienne pour l'Ukraine. Dans l'ensemble, Trump était d'humeur positive, mais nous verrons comment les événements évolueront par la suite. Ce n'est pas la première fois. Le résultat dépendra également des négociations des équipes ici, en marge du sommet du G7. Un moment clé pour l'Ukraine. Le sommet du G7 aborde une question essentielle, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'attention est centrée sur la recherche de moyens d'atteindre une paix juste, de renforcer le soutien à Kiev et d'accroître la pression sur Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également arrivé en France. En marge du sommet, il a rencontré le président américain Donald Trump. Après les négociations, le dirigeant américain a déclaré être prêt à soutenir l'Ukraine. Quelles décisions sont discutées par les membres du G7? Sur quoi les dirigeants mondiaux se sont-ils mis d'accord? Et quels signaux ont été envoyés à l'Ukraine? Découvrez-le dans le reportage qui suit. La veille, Volodymyr Zelensky est arrivé dans la ville balnéaire française d'Évian-les-Bains, sur les rives du lac Léman, pour une session de travail du groupe des 7, où il a été accueilli par le président français Emmanuel Macron. Patriotes, drones et énergie. Les principaux sujets que le président ukrainien a abordés avec ses partenaires en France lors de la réunion du groupe des 7. Nos partenaires ont soutenu nos positions concernant ce dont nous avons réellement besoin. Un paquet énergétique, nous avons besoin de défense anti-aérienne, de plus de missiles Patriot. Et nous avons également parlé des licences, de la manière d'augmenter la production. Et je pense que c'est une bonne idée qui a été soutenue aujourd'hui lors de notre rencontre. C'est formidable que tout le monde comprenne que la Russie ne gagne pas et nous devons obliger Poutine à mettre fin à cette guerre. C'est extrêmement important. Par ailleurs, Zelensky a indiqué que l'Ukraine avait discuté de la production conjointe dans le domaine militaire avec le Canada, notamment de la fabrication de drones. Et le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a assuré que son pays était prêt à continuer de faire pression sur Moscou. Rien que cette année, le Canada a accordé à l'Ukraine près de 3 milliards de dollars d'aide militaire et a imposé des sanctions contre la Russie. Tant des sanctions individuelles que contre plus de 600 navires. L'Ukraine va l'emporter. Ce n'est qu'une question de temps. La seule question est de savoir combien d'absurdités et de massacres la Russie commettra encore. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'unité du G7, l'unité à vos côtés et en faveur d'un progrès continu. Il y a toute une série de mesures concrètes. Le Canada annonce un nouveau paquet de sanctions, ciblant la flotte de l'ombre. Une nouvelle livraison dans le cadre du programme Pearl aura bientôt lieu, notamment des moyens de défense aérienne. Une attention particulière est portée à la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en marge du sommet. Comme l'écrit Bloomberg, cette rencontre n'était initialement pas prévue du tout. Par la suite, Emmanuel Macron les a réunis pour une brève conversation, au cours de laquelle Volodymyr Zelensky a montré au président américain une photo de la cathédrale de l'Assomption de la Laure, détruite par un drone russe. C'est précisément après cela que l'entourage de Trump a organisé la rencontre entre les deux présidents. Et, comme l'écrit la publication, le chef de la Maison-Blanche a revu son évaluation de la situation sur le front. Au sein de l'administration américaine et parmi les dirigeants du G7, une conviction commune s'est formée. La Russie ne pourra pas remporter la victoire sur le champ de bataille. Zelensky a également indiqué qu'il avait discuté, lors de sa rencontre avec Trump, de l'obtention de licences pour la fabrication de missiles antibalistiques. Un besoin qui, actuellement, dépasse ce que les États-Unis peuvent fournir. Il a également annoncé une nouvelle rencontre avec le président américain en marge du sommet, prévue pour aujourd'hui même.
et Donald Trump a promis de rétablir les sanctions contre le pétrole russe. Nous avons eu une rencontre très réussie. Écoutez, la Russie doit parvenir à un accord. Mais nous avons eu une rencontre et nous verrons comment les choses évolueront. J'ai parlé avec le président Poutine dimanche et la situation, on peut dire, reste la même. Autrement dit, ils continuent simplement à se battre en perdant des soldats. Ils perdent tellement de soldats. Cela ne s'était pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Il existe tout simplement une grande animosité entre ces deux dirigeants. Nous sommes à des milliers de kilomètres d'eux. Mais la seule raison pour laquelle je m'implique là-dedans, c'est que je ne veux pas voir 25 000 jeunes mourir chaque mois. Ils vont sur ce front, ils se font exploser et l'Ukraine perd aussi beaucoup de monde. Je veux dire, tout cela est absurde. Donc oui, je ferai tout ce que je peux. Le président ukrainien a également déclaré qu'il avait proposé à Emmanuel Macron de profiter du sommet pour rencontrer le dictateur russe en marge de l'événement. Le président français a accueilli favorablement cette idée. Donald Trump était également au courant de cette proposition. Mais Poutine a ignoré cela. De plus, selon Volodymyr Zelensky, tout le monde au sommet du groupe, les médias ont condamné les frappes russes contre l'Ukraine. Moi, j'ai montré plusieurs photos marquantes des frappes en question, illustrant les incendies, et j'ai expliqué comment nos gars ont héroïquement réussi à arrêter le feu. Et aujourd'hui, tout le monde condamne fermement ces actes, car personne ne parvient à comprendre vraiment la logique qui anime le dirigeant de cette Russie agressive. Tout le monde pense que, dans tous les cas, il faut arrêter la guerre. C'est logique. Tout le monde pense qu'il ne voit pas de volonté de l'autre côté. Qu'elle joue, qu'elle gagne, qu'elle a un prix à payer, avant tout, Poutine ne veut pas mettre fin à cela, mais il faut le forcer. c'est la position du président ukrainien. Lors du sommet, toute une série de rencontres ont eu lieu. Oui, Paris a proposé de reconstruire le sarcophage au-dessus du 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a été endommagé par un drone russe. Avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, ils ont discuté de l'interception par les militaires britanniques d'un pétrolier de la flotte fantôme russe. Avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, nous avons discuté du soutien financier continu à l'Ukraine. Et lors de la rencontre avec le président de la Suisse, Guy Parmelin, il a été question de la restauration de la lore de Kiev-Petchersk. Yaroslava Marouchenko programme Viknets, le marathon Yedini Novini, Nouvelles-Unies. Urgent, Washington a pris une mesure que Moscou ressentira sans aucun doute. Les États-Unis renforcent à nouveau leur soutien à l'Ukraine. Des décisions concrètes sont sur la table, capables de changer l'équilibre des forces. Une nouvelle vague de soutien se forme au Congrès, dépassant les lignes partisanes habituelles. Un nouveau paquet d'aide historique pour Kiev. Et tout cela dans le dos de Trump. Les Américains, contournant le président, rapprochant la victoire de l'Ukraine. Ne manquez pas les détails choquants dans le reportage. À suivre. Ce projet de loi est resté plus d'1 an dans un tiroir attendant d'être soumis au vote. Et enfin, ce jour est arrivé. Malgré les pressions de la Maison-Blanche et de la direction républicaine, la Chambre des représentants des États-Unis a tout de même adopté le document qui remet immédiatement sur la table plusieurs questions cruciales. L'aide militaire à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Le document compte plus de 90 pages et contient plusieurs décisions importantes pour l'Ukraine. La prolongation du prêt-bail, des prêts de défense de plus de 8 milliards de dollars, une aide à la sécurité jusqu'en 2027 et de nouvelles restrictions pour la Russie. Si la guerre se poursuit, les États-Unis devront imposer des sanctions contre un certain nombre de banques et d'entreprises russes, ainsi qu'augmenter les droits de douane sur tous les produits en provenance de Russie à hauteur de 500%. La presse américaine écrit que le résultat de ce vote a clairement montré le mécontentement d'une partie du Congrès face à l'approche de Trump concernant la guerre russo-ukrainienne. C'est déjà la 2e fois en une semaine. La Chambre des représentants est en désaccord avec la Maison-Blanche sur les questions de politique étrangère. La veille, elle a approuvé pour la première fois une résolution visant à arrêter les actions militaires contre l'Iran. Et en quelques jours, déjà 18 républicains et un député indépendant se sont rangés du côté des démocrates et ont voté en faveur du soutien à l'Ukraine. Le président Trump avait promis de mettre fin à cette guerre en un jour. Après 17 mois, cette administration a ralenti l'octroi de l'aide approuvée par le Congrès. Ils ont attaqué l'Ukraine, la victime, tout en couvrant Poutine. Mais il est encore trop tôt pour célébrer. Ce projet de loi n'existe pour l'instant que sur le papier. Il doit encore être approuvé par le Sénat, puis signé par Trump.
En effet, c'est le président qui prend la décision de transférer du matériel militaire. Mais selon l'Associated Press, le chef de la Maison-Blanche ne semble pas encore très intéressé par cette démarche. Les auteurs de la loi eux-mêmes ne le cachent pas. Le vote était surtout un signal. Il s'agissait de montrer que le soutien à l'Ukraine au Congrès n'a pas disparu. Mais la question reste de savoir si ce signal atteindra réellement son destinataire. Le Congrès a approuvé le soutien à l'Ukraine, mais l'administration a délibérément retardé sa mise en œuvre. Au lieu d'imposer des sanctions contre la Russie, l'administration a délivré des licences pour des opérations pétrolières qui ont rapporté des milliards de dollars à Moscou. Ni le président, ni le vice-président, ni Steve Witkoff. Aucun d'entre vous n'a visité l'Ukraine. Dans le même temps, vos représentants communiquent régulièrement avec Poutine. Le président l'a invité et est en fait prêt à lui offrir le plus chaleureux des accueils sur le sol américain. Mais vous ne venez même pas au Congrès pour nous informer du déroulement de ces contacts. Au Congrès, on se demande de plus en plus fort si la Maison-Blanche veut vraiment arrêter la guerre, pourquoi alors l'aide ? L'Ukraine reçoit de l'aide sous forme de vente, tandis que les sanctions contre la Russie sont levées. C'est le secrétaire d'État américain qui a dû répondre aux reproches. Selon Marco Rubio, des nouvelles concernant l'octroi de 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine seront bientôt annoncées. Il a également souligné que la Russie pourrait ne jamais atteindre par la voie militaire les objectifs qu'elle exige lors des négociations. Et il a ajouté que, durant le dernier mois, l'armée ukrainienne a obtenu certains succès sur le champ de bataille. L'Ukraine frappe également de plus en plus efficacement en profondeur sur le territoire russe, visant des cibles à longue portée, des infrastructures économiques cruciales. Là où nous avons pu aider l'Ukraine, nous l'avons fait. Là où nous avons pu inciter l'Europe à en faire plus, nous l'avons également fait. Si l'on regarde le montant des fonds dépensés, l'Europe s'est vraiment mobilisée et l'Ukraine a été tout aussi efficace, voire plus, dans ce processus. Nous voulons donc qu'ils puissent se défendre et nous trouverons un moyen de nous assurer que nous pouvons les aider. Mais une telle réponse de Rubio n'a pas convaincu tout le monde. Le député Bill Keating a rappelé au secrétaire d'État que l'Ukraine avait volontairement renoncé au troisième plus grand arsenal nucléaire du monde. Dans le cadre du mémorandum de Budapest, en comptant sur des garanties de sécurité de la part de ses partenaires. Et parmi ces partenaires figuraient les États-Unis. Les États-Unis ont donné leur parole à l'Ukraine qu'ils la protégeraient. J'ai été frappé dans votre discours d'introduction par le fait que vous nous avez fait voyager à travers le monde entier et mentionné 15 cas différents où vous êtes intervenus. 15. Et pas une seule fois vous n'avez mentionné l'Ukraine lorsque vous parliez des priorités de vos réalisations. Mais Trump, lui, a mentionné l'Ukraine. Il a longtemps évité le sujet de la guerre russo-ukrainienne. Mais pendant le vol en avion, on lui a tout de même posé la question, à propos de la lettre de Zelensky à Poutine. Voulait-il que les présidents de l'Ukraine et de la Russie aient d'abord une conversation, en tête-à-tête, sans la participation des États-Unis ? Je n'y suis pas opposé. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent eux-mêmes. C'est moi qui les ai amenés à cette situation et je pense que tout s'arrangera. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. La veille, on a appris que la Maison-Blanche avait tout de même réagi à la demande urgente de Kiev. Je rappelle que le 27 mai, Volodymyr Zelensky a envoyé une lettre urgente à Trump et au Congrès concernant le déficit critique de systèmes de défense anti-aérienne capables d'intercepter les missiles balistiques et de protéger les civils. Cependant, la réaction de Washington s'est avérée purement bureaucratique. Comme l'a indiqué le conseiller du président Dmytro Litvin, la réponse des États-Unis est de nature exclusivement technique et est actuellement en cours de traitement. Et ces détails ne sont pas divulgués. Cette réponse technique de la Maison-Blanche, sur fond de déclarations de Donald Trump selon lesquelles Zelensky et Poutine n'ont qu'à régler la guerre eux-mêmes car il les a déjà amenés à ce point, souligne clairement l'état d'esprit actuel de l'administration américaine. Le projet de loi adopté par le Congrès est une puissante gifle politique à la Maison-Blanche de la part des républicains eux-mêmes. Cependant, cela ne signifie pas encore que l'Ukraine recevra demain de nouveaux milliards ou de nouvelles armes. Le plus grand obstacle reste le Sénat et la signature de Trump lui-même. Et maintenant, la question est de savoir si ce signal se traduira par une aide réelle. Car pour l'Ukraine, il ne s'agit pas seulement des votes au Congrès, mais aussi de la rapidité avec laquelle ils se transformeront en nouvelles armes, sanctions et missiles. Depuis New York, Yuri Hula, nous sommes l'Ukraine, Marathon, les informations unies.
Parallèlement, Loukachenko a fait une déclaration choquante sur l'Ukraine. Au même moment, Zelensky a coupé le son du dictateur biélorusse. Kiev ne prévient plus désormais. Les intimidations de Minsk ont eu l'effet inverse sur l'aîné. À propos de la faveur que Minsk a tant supplié d'obtenir. L'Ukraine a finalement ignoré le président autoproclamé de la Biélorussie. Le coup avec Tikhanovskaya s'est avéré gagnant. L'Oreshnik se replie. Se pourrait-il que Poutine ait décidé de fuir le territoire de sa voisine avant qu'il ne soit trop tard? Regardons. Entre des conseils amoureux et des tentatives de mettre en garde l'Arménie, Alexandre, écoute. Loukachenko fait des déclarations concernant l'Ukraine, aussi multivectorielles que lui-même. Tantôt il assure de sa pacifisme, Tantôt, d'un côté, il menace de lancer une offensive militaire de grande envergure, directement sur le territoire souverain de la Biélorussie. Si cela arrive, la guerre prendra alors une dimension radicalement différente et une toute autre tournure sur le front en Ukraine. Je ne vais pas préciser. et Loukachenko a plusieurs raisons pour une telle audace belliqueuse. Et la première, chercher la femme. L'humeur du leader autoproclamé biélorusse a été gâchée par sa rivale qui a visité Kiev la semaine dernière. Tout récemment, le président Alexandre Loukachenko a affirmé qu'il était désormais grand temps que les chefs d'État de l'Ukraine et de la Biélorussie se rencontrent officiellement. C'est intéressant, a dit Loukachenko, et c'est finalement Svetlana Tikhanovskaya qui est venue. Et une telle gifle politique, Loukachenko l'a reçue pour avoir trop flirté avec Poutine. Loukachenko a toujours manœuvré entre Moscou et l'Occident. Et jusqu'à présent, il avait plutôt bien réussi à garder l'équilibre. Il ne s'est pas laissé entraîner dans une guerre ouverte. Mais dernièrement, tout a changé. Et surtout après les exercices militaires nucléaires conjoints avec la Russie. Tous ces exercices, la question du déploiement de l'Oreshnik et des armes nucléaires. L'escalade peut se produire de différentes manières. On peut utiliser l'infrastructure, on peut utiliser le territoire du pays. Nous avons des informations selon lesquelles une certaine infrastructure est en train d'être créée sur le territoire de la Biélorussie, infrastructure qui ne devrait pas s'y trouver. À Kiev, on a commencé à considérer sérieusement la menace venant de la Biélorussie. La Russie pourrait utiliser son territoire pour mener des frappes de drones sur les principales routes logistiques de l'Ukraine, notamment sur les voies d'approvisionnement en provenance de la Pologne. Certaines actions démonstratives peuvent avoir lieu. Par exemple, des survols d'hélicoptères près de la frontière d'État, ou bien le regroupement d'un petit nombre de personnels près de la frontière. Tout cela est utilisé dans le cadre d'opérations spéciales d'information, des provocations, des éléments très dangereux qui peuvent déclencher un processus irréversible. Ainsi, l'Ukraine surveille son voisin et évalue les risques. Elle observe ce qui se passe sur le territoire de la Biélorussie, bien sûr. Les unités de renseignement surveillent activement la situation en tenant compte des signaux actuels indiquant que la Russie exerce une pression accrue sur la Biélorussie afin qu'elle s'implique davantage dans la guerre déclenchée par l'État pro-russe. En fin de compte, la Biélorussie est déjà un élément important de la machine de guerre russe. Par exemple, dans ce même Arieshnik, avec lequel le Kremlin a mené la guerre contre les garages. À Bilatserkva, on a trouvé des composants de fabrication biélorusse. À commencer par des composants de microélectronique qui, par exemple, ont été retrouvés dans les débris de l'Arieshnik. Et cela a permis d'identifier l'entreprise responsable, à savoir cette entreprise municipale intégrale. La Biélorussie fournit des composants de haute technologie et des microcircuits pour la balistique russe. Selon le groupe d'opposition biélorusse, composé d'anciens membres des forces de l'ordre et de militaires, Bilpool, plus de 500 entreprises industrielles du pays fonctionnent comme un véritable atelier typique pour l'armée russe. Et dans cette chaîne, il n'y a pas que des sites du complexe militaro-industriel qui sont impliqués, mais aussi par exemple l'usine apparemment pacifique de tracteurs à roues de Minsk. Tous les complexes de missiles russes, tous les complexes de missiles opérationnels tactiques russes, tous les missiles russes ICBM, tout cela repose sur les châssis du MZKT. C'est aussi suffisant.
Depuis des années, une série de tâches sont également résolues dans d'autres domaines, tels que, par exemple, les véhicules blindés ainsi que la composante aérienne. Il s'agit notamment des systèmes de guidage, de l'électronique embarquée utilisée dans l'aviation tactique russe et directement des usines de réparation qui sont directement liées au contrat du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Et Les raffineries biélorusses exportent activement du carburant vers la Russie, qui est également utilisé pour les besoins de l'armée. Ainsi, la deuxième gifle à Loukachenko est venue du Hongrois, celui qui s'appelle Robert Brody. Le commandant des forces de système sans pilote d'Ukraine a officiellement averti la Biélorussie que 500 de leurs sites sont dans leur viseur. Peut-être qu'ils ont effectivement identifié 500 cibles. Merci d'avoir 500 cibles, nous en avons pour eux. Nous avons une cible très sérieuse avec des coordonnées précises. Et elle n'est pas très loin de la Biélorussie. Le dictateur biélorusse n'a pas précisé laquelle. C'est souvent le cas quand il faut paraître menaçant, mais qu'on n'a pas du tout envie de vérifier ce que donneraient ces menaces en pratique. Moi, Je pense que si Loukachenko fait quelque chose de ce genre, ce sera la fin de Loukachenko tel que nous le connaissons. Parce que bien sûr, il ne peut pas rivaliser ici avec l'armée ukrainienne. après tout, l'armée biélorusse elle-même n'est pas prête à se battre contre les forces armées ukrainiennes, ni moralement, ni physiquement. Les forces armées régulières du Bélarus comptent environ 48 000 soldats, sans réelle expérience de combat ni motivation à se battre. En 2022, il était clair que les Biélorusses n'iraient pas se battre, et aujourd'hui encore moins. Mais par différents moyens, à travers des récits, de la propagande, on peut essayer de séduire ou de forcer les gens à participer à la guerre. Cependant, pour le Kremlin, la Biélorussie n'a de valeur non pas comme allié sur le champ de bataille, mais comme tremplin, terrain d'entraînement et machine de guerre. La Biélorussie est une base de production, une immense base de production, et de plus, cette base de production possède un avantage que les territoires russes n'ont pas, parce que l'Ukraine ne frappe pas le territoire biélorusse. Du moins, pour l'instant. Yevgenia Tereshchenko, nous sommes l'Ukraine, Marathon, Nouvelles Unies. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Écrivez votre avis dans les commentaires, cliquez sur le pouce sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. Aujourd'hui, l'Ukraine suit les actualités les plus rapides et vous informe en premier. Alors à bientôt dans le prochain reportage.